Ichimoku Kinkoyo, revue de marché consacrée aux devises, aux indices, aux principaux indices, ainsi que aux crypto-monnaies éventuellement, du mardi 21 avril 2020. À la suite de cette revue de marché, il y a un deuxième lien pour suivre la revue de marché consacrée cette fois-ci aux actions françaises et européennes qui débutera à 11h30. Donc, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver un petit peu plus tard parce qu'ils zappent un petit peu cette introduction. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Confinement oblige à ces revues de marché. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu de la place pour tout le monde parce que c'est une revue de marché dont la quantité est limitée de participants. Quoi qu'il arrive, il est possible de la revoir ensuite sur YouTube. Donc, je vous remercie de votre confiance, de votre participation et de l'honneur que vous me faites d'y participer. Il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent pour la première fois. Et donc, pour tout le monde, ainsi que pour ces personnes qui arrivent pour la première fois, je vous propose et vous demande de lire l'avertissement sur les risques que je suis en train de mettre en valeur en faisant des petits ronds dessus avec ma souris. J'en profite aussi pour indiquer aux nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois que ces revues de marché n'ont en aucun cas l'ambition de vous apprendre et de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku ou de tout autre outil d'analyse technique, chandelier japonais ou autre. Il faut déjà connaître le fonctionnement de l'Ishimoku pour pouvoir suivre, éventuellement si vous ne comprenez pas tout. Cela va peut-être vous donner envie d'en savoir plus et si vous voulez en savoir plus, vous avez le blog sur lequel vous êtes actuellement ici. Avec de très nombreux articles, on va y revenir sur mon blog, la partie formation. Vous avez ici ma chaîne YouTube avec de très nombreuses vidéos. Le forum extrêmement important, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui m'ont acheté mes formations et je vous en remercie. Aussi confinement oblige et qui me posent une multitude de questions ensuite par email et c'est tout à fait normal et j'ai plaisir à vous répondre et je le fais parce que c'est normal. Mais sachez que la meilleure solution, c'est d'utiliser le forum. Sur le forum, vous pouvez poser vos questions, excusez-moi, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poser vos graphiques, vous pouvez montrer les trades qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Si vous avez des incompréhensions par rapport à je ne sais quelle problématique de l'Ishimoku, vous les posez sur le forum, toujours accompagné d'un graphique. Et non seulement nous serons nombreux à vous répondre, des personnes de différents niveaux, mais en plus, toutes les réponses profitent à la majorité plutôt que de rester entre nous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce forum. Et puis, vous avez ensuite ici des tutos, etc., etc. Ces revues de marché n'ont pas non plus l'ambition de délivrer des signaux parce que je ne donne pas de conseils en investissement et je ne partage pas de signaux. Je montre comment est-ce que moi-même je construis mes plans de trading ou d'investissement quand il s'agit du marché d'actions avec l'Ishimoku. Cela étant dit, je vous propose de commencer. Donc, je fais un petit bonjour aux personnes qui se donnent la peine de le faire et je vous en remercie. Bonjour Marc, Christian, Didier, Alireza, Sid, Michael, Maximilien, Nicolas, Bruno, Enzo, Lucas, Mathieu, Eric, Jean-Charles, Jérôme. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se déconnectent, sans doute des problèmes d'Internet. En ce qui me concerne, je suis parti de chez moi, je suis allé dans mon bureau, qui se trouve à peu près à 1 kilomètre de chez moi, puisque mon Internet à la maison fonctionne de moins en moins bien. Et là, je pense qu'ici, au bureau, dans lequel je suis tout seul d'ailleurs, hein, mes colocataires ne sont pas là, donc je ne risque pas de contaminer ou d'être contaminé. Bon, comme j'ai déjà été contaminé, c'est une autre histoire, mais l'Internet devrait me fonctionner. Bonjour à tous, donc commençons avec cette revue de marché consacrée au Forex, indices, crypto-monnaies et bien évidemment, on va parler un tout petit peu du pétrole. Alors, je vais ouvrir mon fichier Word sur lequel j'ai pris des notes pour vous dire comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui, puisque je voudrais que ce soit un peu plus court que d'habitude. Donc, on va faire un petit tour et parler très rapidement du pétrole. Ensuite, on va aller regarder les indices en commençant par le SP500, le Dow Jones, le CAC et le DAX. À la suite de cela, j'en profiterai pour répondre déjà à une ou deux questions qui m'ont été posées. Il n'y a pas beaucoup de demandes d'analyse sur
marché des devises, etc. Mais il y en a eu beaucoup sur les actions, mais ça c'est la deuxième revue de marché à 11h30. Ensuite, je ferai un point moyen terme et intraday sur l'euro USD. On parlera un petit peu des paires en dollars canadiens, le CAD. On ira regarder s'il y a quelque chose à faire. On fera un tour sur l'USD Yen, l'USD CHF, l'AUD USD, l'euro AUSD, le GBP USD, le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, bonjour Don Tony. Voilà pour le programme aujourd'hui. Alors, je suis actuellement sur le WTI, le futur. Alors, parce que tout le monde en parle, hein, c'est l'actualité de la nuit, de ce matin. Il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, hein, c'est le cas de le dire. On a eu le contrat à échéance euh, qui vient de clôturer, l'échéance précédente qui vient de clôturer, avec une baisse de 37 $ durant la nuit. Enfin, je ne sais pas si tout ce que je dis est juste, j'ai entendu les infos comme vous et j'ai pas creusé le sujet, avec un baril qui s'est retrouvé à moins d'1 $ ou à 1 $. Alors là, actuellement, je suis sur le futur WTI. Et donc, vous voyez les prix à 20,18. La plupart des gens tradent les CFD et doivent se demander pourquoi, et c'est pour ça que je veux en parler, pourquoi est-ce que j'ai un baril à 20 $ alors que le CFD, me semble-t-il, on va aller vérifier cela de suite. Exceptionnellement, alors attendez, un instant s'il vous plaît. Exceptionnellement, j'ai ouvert TradingView pour aller regarder. Alors ça y est, l'échéance a changé visiblement. Vous voyez, durant la nuit, nous avions un baril ici qui était tombé à 1 $. Et là, visiblement, il est de nouveau autour des 20 $, c'est-à-dire qu'on est bien passé. Le CFD s'est aligné aussi au nouveau contrat, à la nouvelle échéance qui est à 20 $. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que euh, les contrats pétrole, c'est des contrats à échéance, c'est-à-dire que vous achetez ou vous vendez l'échéance avril, et puis à la fin du mois, les sociétés d'aéronautique ou autres qui ont échangé, qui ont acheté ou vendu du pétrole doivent échanger ces titres contre du pétrole physique, c'est-à-dire qu'on leur livre des barils de pétrole, si vous voulez. Et donc personne ne voulait de ce pétrole en ce moment parce que personne ne sait que faire de son pétrole il est stocké de partout, on ne sait pas quoi en faire, la production continue parce qu'on ne peut pas arrêter la production comme ça même si on la met à un minimum et tous les pipelines, les barils, enfin tous les lieux de stockage de pétrole sont pleins à ras-bord et on ne sait pas quoi faire du nouveau pétrole puisque le pétrole n'est pas consommé en ce moment lié à la crise du coronavirus. Il est intéressant aussi de savoir que même si on pouvait stocker le pétrole davantage que ce qu'il est possible de le faire actuellement, le pétrole ne peut pas se conserver très longtemps. Au bout d'un moment, il s'abîme. Donc soit on se le fait livrer, nous dit D'Antoni, soit on a un rôle sur l'échéance suivante, donc plus personne n'en voulait. Donc c'est pour ça que les personnes qui dans la nuit, c'est de ça dont j'avais peur ce matin, qu'il y ait des gens sur CFD qui se disent waouh, le pétrole est à 1 $, vite je vais l'acheter parce que ça va forcément remonter, puis qui se retrouvent ou le vendre ou je ne sais pas quoi, qui se retrouvent avec l'échéance suivante et que ça leur provoque une perte extraordinaire. Bon, moi, vous le savez, le pétrole, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse dans la vie de tous les jours, mais ça m'intéresse pas en tant que marché. Je ne trade pas le pétrole, je ne sais pas le faire. Je trouve que c'est trop volatile, trop géopolitique. Cela dit, cela va forcément avoir une conséquence sur la psychologie de masse et sur l'économie en général, et donc peut-être provoquer des mouvements sur les marchés indiciels et donc actions aussi, donc devises forcément. Lucas me pose une question sur... alors, Lucas. Bonjour Patrick, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à une de tes revues de marché, plus de 2 ans, ça fait plaisir. Moi aussi, Lucas, bonjour. Je pose ma question maintenant car j'ai eu une réunion. Le trading demande beaucoup de patience, c'est vrai. Il est nécessaire de savoir gérer ses émotions et de respecter un plan établi, absolument. Tous ces points nous laisseraient croire que le trading est une activité que nous devrions confier à des robots. Certains le font. C'est ce que je dis moi. La patience sans limite, respect du plan, respect. Hein. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses et que penses-tu de ceux qui disent qu'Ishimoku n'est pas automatisable? Je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'Ishimoku, pour le moment, ici et maintenant, j'ai essayé, hein, sous toutes les coutures. J'ai essayé avec des spécialistes de l'intelligence artificielle. J'ai essayé avec
des algorithmes, ce n'est pas automatisable, mais là, maintenant, j'ai pas le temps de développer le sujet parce que sinon, je serais hors sujet par rapport à ma revue de marché. Mais n'hésite pas à poser la question sur le forum. Ça va forcément créer des débats, des polémiques. Ça va être intéressant et on pourra en parler avec grand plaisir. Voilà, le pétrole, c'est réglé, c'est plié, on passe à autre chose. Le SP500, franchement, je recommande à personne, je ne recommande rien puisque je ne donne pas de conseils en investissement, mais c'est vraiment, s'il y a vraiment un truc qu'il ne faut pas trader en ce moment, c'est le pétrole, hein. Certains disaient oui, mais ça va forcément remonter, ça va forcément, oui, ça va forcément remonter, mais on ne sait pas quand. D'ici à ce que ça remonte, ça peut retomber à 10 $. C'est complètement spéculatif, ça ne répond plus à l'analyse technique, c'est lié à la géopolitique, c'est lié au cartel du pétrole, c'est lié à la crise du coronavirus, c'est lié à l'incertitude sur la reprise économique et donc la consommation de pétrole. Donc franchement, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Bon, je préférerais le thé d'ailleurs. Le SP500, alors on va aller sur le mini, c'est pareil. Là aussi, ça va être très rapide. Je vous disais la semaine dernière qu'il était très facile, comme je l'ai montré sur le blog, donc je vais vous remontrer si je le trouve mon blog. Vous avez ici mon blog. Et si vous venez pour la première fois, je vous invite à lire cette série, les 6 derniers articles. Alors pas celui-ci, mais les six derniers articles que j'ai écrits sont une série consécutive qui se suit sur le trading en intraday et à moyen terme des indices comme le SP500, le DAX, etc., entre les niveaux de Fibonacci. Donc je vais me remettre sur un graphique hebdomadaire, ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde, puisqu'il a suffi de prendre le point haut, le relier, vous voyez, si on clique, voilà, le relier, le point 1, le point 2, le relier au point 2, et cela nous donne les niveaux de retracement de Fibonacci. Et nous pouvons vérifier ensemble que le plat qui jaune correspond toujours à 50% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe de baisse ou de hausse. Ici, nous avons un nuage qui a twisté, qui nous indique le point haut, le point bas, avec la possibilité, pourquoi pas, de faire du range entre ce point haut et ce point bas, jusqu'à ce qu'on reprenne la tendance haussière ou au contraire, sur la zone d'équilibre que représente la SSB dans un probable range, hein, comme ça, parce que tant qu'il n'y a pas deux points d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas encore parler de range, on ne peut qu'en établir la probabilité. Mais ce n'est pas avéré d'un point de vue analyse technique. C'est un des avantages d'Ishimoku d'anticiper avant tout le monde. Nous savons comme ça, quand on attend le point bas, là où les gens tradent encore la tendance ou continuent à vendre, que nous savons avant tout le monde que le rebond est très probable. Et dans ces conditions-là, avec des chandeliers de japonais de retournement, blablabla, etc., tout ça est expliqué dans mes formations sur le forum, le blog et ailleurs. On vise, un, la zone d'équilibre. Deux, une fois que la zone d'équilibre a été franchie et qu'il y a des chandeliers de retournement qui partent à nouveau, qui sont haussiers, on vise la borne opposée. Au contraire, si sur cette zone il y a des chandeliers de retournement baissiers, on encaisse les bénéfices parce que la rotation partielle à la zone d'équilibre renvoie très souvent les prix sur la borne précédente, voire pour la casser et aller chercher de nouveau plus bas. Bon, ça c'est la théorie exposée très rapidement. À partir du moment où l'on sait cela, il a été très facile les semaines précédentes, je n'ai pas arrêté d'en parler, en intraday, en tradant les niveaux de Fibonacci tracés aussi sur des unités de temps plus courtes, comme le H4 ou le H1. Pour cela, je vous laisse aller lire les articles du blog que je viens de vous montrer où tout est détaillé. Il était relativement aisé de trader entre le niveau 23,6 et 38,2, entre lequel nous avons fait du range pendant pratiquement 48-72 heures, donc là il était facile. Une fois qu'on avait cassé le niveau des 38,2, il ne fallait pas avoir de boule de cristal pour établir la probabilité, pour établir le fait que la probabilité serait forte qu'on aille chercher le niveau de 50%, puisque c'est un niveau majeur que le niveau de retracement de 50%. La Kijun plate est un aimant, c'est pas pour rien que l'on dit que c'est un aimant. Elle attire les prix. Donc à partir du moment où on franchit le niveau de 38,2, franchement, il est extrêmement probable qu'on aille chercher le niveau de 50%. Alors on n'y va pas forcément de suite, hein. Des fois on casse, on retrace et on y va. Donc là, c'était très facile de trader entre ces niveaux, même en intraday. Et comme je l'ai dit mardi dernier, et je continue de le penser, à partir du moment où l'on atteint le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, les choses se compliquent considérablement. Parce que personne ne sait sur ces niveaux
autant il est très facile de dire que lorsque l'on casse les 38,2, on va facilement chercher les 50%, autant il est très difficile de dire qu'à partir des 50%, on va casser pour aller chercher le niveau des 62% ou au contraire retracer pour revenir chercher les niveaux précédents, voire casser par le bas. C'est beaucoup moins probable, c'est beaucoup plus hésitant. Donc à partir de ce moment-là, il convient, pour un trader prudent surtout en ce moment, il convient d'attendre, de voir ce que le marché décide de faire. Et comme vous pouvez le constater, là maintenant, pendant la semaine dernière, on a cassé, et là maintenant, on revient retracer sur ce niveau. Rien d'étonnant non plus, puisque lorsque l'on connaît bien le fonctionnement des Fibonacci, nous savons qu'en règle générale, lorsqu'on casse un niveau, on va chercher le suivant, voir le suivant, et avant d'aller chercher le suivant, on retrace pratiquement toujours sur le précédent. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc d'un point de vue purement technique, je ne parle pas fondamental, ni psychologie de masse, ni peur, ni pétrole, ni rien du tout. D'un point de vue totalement technique, ce dont on assiste actuellement, ce qu'on voit actuellement, est juste absolument normal. On a cassé le niveau des 50%, on revient retracer sur ce niveau de 50%. Est-ce que c'est pour y rebondir et aller chercher le niveau de 62%? C'est probable, mais en même temps, comme ce niveau est majeur, rien n'empêcherait de le casser et de revenir chercher le niveau de 38,2 à minima. Et à partir de là, nous verrons ce qu'il sera possible de faire. Alors, vous me direz que je fais mon analyse, c'est-à-dire que si je dis si ça ne casse pas par le haut, si on rebondit sur le niveau de 50%, bah, ça sera pour aller chercher le 62%. Si on casse le 50%, ça sera pour retracer, chercher le niveau de 38% précédemment. Ça, tout le monde le dit, c'est-à-dire que si il ne pleut pas, il fera beau, s'il fait beau, il ne pleuvra pas. Mais lorsque l'on atteint le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, c'est pourtant comme ça qu'il s'agit, il convient d'agir. Il est difficile de pouvoir étaler. Donc c'est la raison pour laquelle, selon moi, il convient de rester en dehors et d'attendre, puisque nous ne pouvons pas savoir. Donc si nous ne pouvons pas savoir, de toute façon, on ne peut jamais savoir. Mais à partir du moment où on établit des probabilités et qu'il est difficile d'établir une probabilité, ben à partir du moment où on ne peut pas établir de probabilité, on reste en dehors. Maintenant, si je bascule sur une unité de temps plus courte, admettons le H4, je peux tracer d'autres types de retracements de Fibonacci. Je peux tracer par exemple des Fibonacci, mais ça, je répète ce que j'ai déjà dit les semaines précédentes, donc on ne va pas y passer la matinée. Vous voyez, si je prends le plus bas qui est ici, je vais chercher le plus haut qui est ici, je vois bien mon niveau de Kijun-sen qui représente ici le niveau de 50%, et à partir du moment où j'ai fait cela, je peux basculer sur un graphique de 15 minutes, par exemple, pour observer la réactivité des prix sur ces différents niveaux, à la fois sur le niveau tracé sur le weekly et à la fois sur le niveau que j'ai tracé sur le H4, et trader entre ces niveaux, en sachant qu'on peut céder aussi de la Kijun-sen. Vous voyez, là, on est dans un mouvement baissier, mais il faut faire attention de ne pas continuer à trader ce mouvement baissier tant qu'on ne casse pas les niveaux de 50%. Par contre, bon, là, on peut tracer les niveaux, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre maintenant, intermédiaires. Si on casse ici, par exemple, la Kijun-sen, on pourra repartir chercher ce niveau. Regardez comme il est précis. Regardez comme ces niveaux de Fibonacci tracés aussi sur le H4 sont d'une extrême précision. Donc voilà ce qu'il convient de faire en intraday. Mais à moyen terme, moi, je m'abstiendrai pour le moment sur les indices et même en intraday, méfions-nous parce qu'avec les informations que nous pourrions avoir aujourd'hui, nous ne savons pas comment Wall Street va réagir aux informations que nous avons eues aujourd'hui. Est-ce que cela va créer un mouvement de panique ou au contraire, tout cela va s'apaiser et ça va repartir par le haut? On ne sait pas. Donc, on attend l'ouverture de Wall Street et après l'ouverture de Wall Street, on peut très bien trader entre ces niveaux de Fibonacci si on en a le cran, parce que c'est pas forcément évident, et moi je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. Donc là, je vais vous remontrer aussi ce qu'il est possible de faire. Alors en H1, ici, nous avons le twist du nuage. Le twist du nuage, vous savez que cela nous indique qu'il n'y a pas de tendance, et donc à partir de ce moment-là, qu'il est extrêmement facile de tracer des rectangles. Vous voyez, vous pouvez tracer ce rectangle, ensuite vous revenez sur le H4, comme je viens de le faire juste quelques instants. Alors excusez-moi d'aller très très vite, je vous le disais en début, en introduction, et pour ceux qui arrivent tard, ces revues de marché n'ont pas la vocation de vous apprendre à utiliser les outils d'analyse technique Nishimoku. Vous voyez là, on a bien notre niveau de 50%, la Kijun-sen, qui représente le point moyen de la dernière jambe de hausse qui est ici. Donc maintenant, je rebascule sur mon H1 là où j'ai tracé mon range
et regardez l'efficacité de ces tracés. Regardez comme c'est bien ces niveaux qui sont travaillés. Regardez, c'est bien ces niveaux qui sont parfaitement bien travaillés. Donc là, la probabilité étant dans ce range H1 que les prix retracent jusqu'au niveau des 2753, c'est-à-dire le bas de cette dérive latérale, est très très forte. Oui, mais à condition qu'on parvienne à franchir, et c'est pour ça que c'est plus compliqué que la semaine dernière, qu'on parvienne à franchir le niveau de Kijun-sen hebdomadaire. Donc je mets une grosse droite que je vais mettre en bleu, si elle veut bien configurer la ligne horizontale, que je vais mettre en bleu comme ça, vous voyez comment je fais, puis après vous pourrez faire la même chose sur les autres indices si vous voulez absolument trader ça maintenant, mais je ne pense pas que ce soit la semaine pour le faire. Je reviens sur le H1, et ce niveau est importantissime, c'est la Kijun-sen hebdomadaire, c'est le niveau de 50% de retracement de toute la hausse et de toute la baisse, enfin comme on l'a vu précédemment sur le weekly. Donc, c'est pas pour rien que cette mèche, ce chandelier baissier s'est écrasé ici et n'a pas réussi à la franchir. Donc, pour pouvoir venir chercher le bas de cette dérive latérale en H1, il faut franchir ce niveau. Si on le franchit ce niveau, je pense que la probabilité est très forte pour qu'on revienne sur le bas du range. Et attention, parce qu'à partir du moment où on casserait en clôture journalière ce niveau de 50% Fibonacci de toute la baisse, à ce moment-là, nous pourrions envisager petit à petit de retourner tester le niveau de 38,2. Voilà pour le SP500. Je regarderai si vous avez des questions après. Je vais essayer d'aller plus vite maintenant. Donc, regardons le Dow Jones. Alors, on va observer le Dow Jones et on va s'apercevoir que ce qui est vrai pour le SP500 est vrai pour tout le monde. Donc là, le Dow Jones, vous voyez, il y a une accélération là sous le niveau des 50%. Regardez, ici, nous avons ce chandelier qui ne doit en aucun cas être considéré comme un marteau, puisqu'il est au-dessus Alors, on pourrait imaginer qu'on a cassé, qu'on a replié, et que donc ici, nous aurions un marteau au-dessus de la Kijun-sen. Mais là, on ne peut pas le considérer comme un marteau, puisque c'est ce chandelier qui casse. On ne casse pas un plus haut avec un marteau. C'est plutôt à considérer comme un pendu. Et si cet avalement se confirme au niveau des 50%, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Ce n'est que de la pure analyse technique et ce ne serait pas étonnant, comme c'est en train de se produire ici, que nous allions rechercher le niveau des 50%. Attention, ça risque d'être très violent et très volatile. C'est pour ça que, selon moi, quand on est débutant ou quand on n'a pas envie de prendre des risques démesurés, il est préférable de rester en dehors. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Maintenant, si je bascule sur un graphique journalier, je constate la bataille au niveau de ce 50%. Regardez comme les chandeliers japonais, ce que je vous disais en introduction, nous rendent la tâche facile. Lorsque l'on arrive sur la zone d'équilibre d'une dérive latérale, comme nous l'avons vu ici, ça c'est la dérive qu'il faut la voir ici sur le weekly. Hein, alors je vous remonte parce que sinon certaines personnes vont me dire, ouais, vous voyez ici, ce niveau de SSB qui est la zone d'équilibre du point haut qui est ici et du point bas, d'accord, avec la Kijun-sen alignée sur le même niveau. Si on rebascule sur un graphique journalier, ce niveau correspond au niveau de SSB que nous avons ici. C'est bien le niveau de 50% de retracement si important, comme je vous le dis depuis 2 semaines. Donc je disais que lorsqu'on est parti d'un point bas et qu'on trade les ranges, on va chercher la zone d'équilibre, et sur la zone d'équilibre, on se fie au chandelier japonais. Si au-dessus de cette zone, les chandeliers japonais nous donnent des chandeliers de confirmation, ce doji ici n'est pas un doji haussier, c'est un doji baissier, c'est juste après la zone d'équilibre. Ici, nous avons une étoile du soir qui est confirmée sur le daily, donc c'est plutôt un signal de retracement avec forte probabilité d'aller retester le niveau de 38,2. Mais il y a des périodes où l'analyse technique est limitée, c'est-à-dire que lorsque nous avons des informations qui créent de la panique, c'est une question de psychologie de masse. Donc les mouvements violents sont des mouvements de psychologie de masse, de panique baissière ou de panique haussière. Il est préférable de rester en dehors. Et mon petit doigt me dit que je ne serais pas étonné que nous ayons des mouvements de psycho de masse, de panique baissière ou haussière
dans les heures et dans les jours qui viennent par rapport à ce qui est en train de se passer, et que c'est peut-être le moment de rester en dehors, parce que ça peut aller très vite dans tous les sens. Par contre, quand la panique se calme, quand la psychologie de masse s'apaise, à ce moment-là, il redevient beaucoup plus facile, comme nous l'avons vu la semaine dernière, de trader entre les niveaux de l'Ichimoku ou de Fibonacci, tel que je l'explique depuis 2 semaines. Donc là, si j'étais acheteur, moi, j'encaisserais mes bénéfices. Je ne dis pas de vendre pour faire de l'argent en vendant, mais en tout cas, j'encaisserai mes bénéfices parce que nous sommes pile poil dans une situation telle que je l'enseigne dans ma formation à l'Ishimoku. Nous avons atteint la zone d'équilibre. Depuis que nous avons atteint la zone d'équilibre, nous avons des chandeliers de retournement, couverture en nuage noir, doji, étoile du soir en formation. Cela nous indique une forte probabilité pour qu'on ne parvienne pas facilement à franchir cette zone d'équilibre, ce qui ne serait pas étonnant étant donné le surachat extrême. Il faut bien retracer à un moment donné. Et la situation mondiale ne justifie pas une telle hausse et qu'elle continue sans au moins un repli. De là à vendre, ça c'est une autre histoire. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Une fois qu'on a vu le SP500 et qu'on a vu le Dow Jones, il est relativement simple de voir le DAX. Donc, à partir du moment où on a frôlé, voilà, on peut même dire qu'on a tapé le niveau de 50%, hein, toujours pareil, hein, je vous le remontre en weekly. On a tapé le niveau de 50% pile poil. Depuis, les indices américains retracent. Donc, comme les indices américains retracent, le DAX retrace aussi. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Chandelier de retournement, regardez, étoile du soir, avalement, succession de doji. Là, il fallait ne pas avoir de connaissances en chandelier japonais pour ne pas être capable d'encaisser ces bénéfices sur le niveau de 50%. Mais enfin, encore une fois, rien d'étonnant, c'était totalement prévisible. Maintenant, ceux qui veulent absolument et qui ne peuvent pas s'empêcher de trader le DAX, parce que c'est le cas de très nombreuses personnes, qui ne peuvent pas s'empêcher de. Alors là, je suis sur les futurs, hein, les niveaux du CFD peuvent différer un peu. Les personnes qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à ne pas trader le DAX peuvent faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec le SP500. On prend la dernière jambe de hausse, on va chercher le dernier point haut. On s'aperçoit que le niveau des 50% passe pile poil au niveau de la Kijun-sen. C'est normal. Ensuite, on peut basculer par exemple sur un graphique 1 heure. Alors, vous avez intérêt à bien marquer, comme je l'ai fait avec le SP500, le niveau de 50% de retracement de toute la baisse, c'est-à-dire du weekly. J'ai dit sur le H1, mais effectivement, on peut faire sur le H1. On peut observer que le nuage Ishimoku ici n'est pas tendanciel. Twist, twist, une SSB alignée à un plat qui joue toujours sur le même niveau, ce qui nous permet avec beaucoup de facilité de tracer ce rectangle et de constater que là, on fonctionne, et c'est normal dans ces périodes, par boîte. Donc, vous avez la boîte dans la boîte de la boîte. Là, je suis sur le 1 heure. Si on bascule maintenant sur du M15, parce qu'on a parlé long terme, on a parlé trading intraday entre les niveaux de Fibo sur le H1, là, on peut aussi aller regarder le 15 minutes et voyez comme c'est propre, voyez comme tous ces niveaux de Fibonacci sont parfaitement respectés. Vous voyez, là, la Kijun-sen. Donc ici, la mèche ici n'est pas parvenue à casser ce niveau. Ici, nous avons une étoile du matin sur la borne basse de cette dérive latérale, mais on a atteint le niveau de Fibo immédiatement au-dessus. C'est-à-dire que là, avec ces chandeliers de retournement, les traders rapides de très court terme pouvaient tout à fait entrer pour aller chercher le niveau de Fibo. Ici, franchement, il n'y a rien à faire. On est sous le niveau de Fibo, on est sous la ligne de tendance, on est sous la Kijun-sen. À part attendre qu'on vienne casser ici ce niveau, il n'y a rien à faire. Si on casse ce niveau ici des 10 390 points, qui est un des Fibo que nous avons tracé, après repli, eh bien, on ira chercher le Fibo suivant jusqu'à la borne basse de cette dérive latérale. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette dérive latérale, au-dessus du niveau de 50% weekly, il n'y a pas de raison de se placer à l'achat sur du moyen terme. Après, là, selon moi, il est prématuré de faire des achats pour repartir chercher le haut de cette dérive latérale, puisque ce qui prime, c'est la grande boîte. La grande boîte, c'est celle que nous avons tracée ici sur le H4. Voilà pour les gens qui veulent absolument trader les indices. On jette un œil sur le CAC parce que je l'avais promis. Et puis après, on va aller regarder le Forex où selon moi, il y a des opportunités plus simples que de trader les indices en ce moment et perdre absolument son argent.
Donc là, bien, écoutez, je ne sais pas sur quelle unité de temps j'ai tracé ces retracements de Fibonacci, mais puisqu'ils sont là et comme on peut constater ensemble leur précision absolument chirurgicale, pourquoi les enlever? Quand on voit qu'on a tracé quelque chose quelque part et que ça fonctionne à la perfection, il n'y a aucune raison de les enlever. Cette droite ne sert à rien. Donc là, bah, écoutez, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. On a une résistance ici au niveau des 4554, un support formidable qui devient résistance au niveau de la Kijun-sen, et juste en dessous, un autre Fibo au niveau des 4318. C'est absolument parfaitement bien balisé. D'accord? Bon, là, il y a eu un gap. Donc, en passant sous la Kijun-sen ici, la probabilité pour qu'on revienne chercher ce niveau des 4322 m'apparaît comme étant fort, une forte probabilité. Je ne donne pas de signaux, mais ça m'apparaît comme étant vraiment assez, on va dire, logique d'un point de vue de l'analyse technique. Pour affiner et trouver un bon timing d'entrée en position, puisqu'on ne peut pas faire ça à partir du H4, il n'y a pas assez d'espace, nous ne pourrions pas respecter nos ratios, on marque le support ici, puisque juste sous la Kijun-sen, on voit bien qu'on a un niveau de support résistance important, et puis on bascule par exemple sur du 15 minutes. Et en basculant sur du 15 minutes, on ouvre les yeux. Et en ouvrant les yeux, on voit ce nuage totalement à l'horizontale, la possibilité simple de tracer une boîte comme ceci. Selon moi, cette boîte a été cassée, hein. Il faudrait voir s'il faut la tracer ici, mais elle a été cassée. Et on va dire que tant qu'on ne franchit pas à la baisse le niveau des 4388 points, nous n'avons pas de signal de vente en intraday. Mais si ce niveau casse et après repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, le Fibo juste en dessous qu'on a tracé sur le H4 devient la cible. Avec, pour ceux qui veulent trader à plus court terme encore et avec plus de sécurité, des niveaux intermédiaires qui sont les extensions de plat SSB de l'Ishimoku. Et là, on peut même faire du trading de très court terme. Et ce que je fais là sur le CAC 40, on peut le faire aussi sur le DAX. Le CAC 40 a l'avantage d'être un peu moins volatile, de laisser un peu plus de temps à la réflexion. Vous voyez? Tous ces niveaux, jusqu'au niveau Fibo suivant, peuvent être atteints si ce niveau venait à casser et que la confirmation de ce niveau était à casser, ce qui est probable ici et maintenant. Je ne sais pas après l'ouverture de Wall Street et la fameuse psycho de masse par rapport à la situation. Mais ici et maintenant, d'un point de vue purement analyse technique, si on revient sur le maître étalon qui est le SP500 et qu'on observe ce qui est en train de se passer, là je suis sur le micro, c'est pour celui que j'ai pas, mais et qu'on observe ce qui est en train de se passer au niveau des 50% de retracement de Fibonacci, si ce niveau venait à être franchi, franchement, tous les autres indices vont suivre. Et donc, il sera possible de trader entre les petits niveaux, comme je viens de vous le montrer. Voilà pour les indices. Les indices, ça prend beaucoup de temps, toujours. Je regarde si vous avez des questions, des commentaires, et ensuite, on passe au Forex. Dany, bonjour. Que faisons-nous des plats Kijun et SSB qui sont des supports et résistances lorsque nous utilisons les Fibonacci? Je viens de le montrer à l'instant. On peut les utiliser comme niveau intermédiaire. D'accord? Là, par exemple, il ne faut pas oublier que lorsque l'on a une dérive latérale comme ça, voilà, lorsque l'on a une probable dérive latérale comme celle-ci, nous savons que lorsque l'Ishimoku n'est pas en phase tendancielle, ces lignes ont tendance à ne pas être des niveaux importants de support-résistance. Sauf la fameuse zone d'équilibre ici, comme nous pouvons le constater ensemble. À partir du moment où on fait ce constat, on sait que quand on part du haut, on va vers le bas, quand on part du bas, on va en haut, avec une possibilité d'arrêt au niveau de la zone d'équilibre où on regarde les chandeliers japonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour savoir ce qu'il convient de faire, prendre les bénéfices ou pas. Ici, il est clair qu'il faut les prendre. Une fois que l'on a fait ce constat, on se dit que si la zone d'équilibre n'est pas passée, la probabilité de redescendre vers le bas est possible. Donc on peut viser ici, mais en ce moment, il ne s'agit pas de faire ce genre de trading parce que c'est très psychologique et on peut tracer tous nos niveaux comme je l'ai fait. SSA, SSB, Kijun-sen,
plat qui jaune, plat machin. Et entre les niveaux de Fibo et les lignes de l'Ishimoku, eh bien, on trade là où il y a de l'espace. S'il y a de l'espace, on peut le faire en H4. S'il n'y a pas d'espace, on le fait en 15 minutes, comme je viens de le montrer à l'instant sur le CAC 40 pour trader sur du 5 minutes entre les niveaux de l'Ishimoku et des Fibonacci. François Le Hutin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, nous disait il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour où il fait beau. Bonjour Patrick, je vois un triangle sur le CAC, c'est sûr. Alors on peut aussi tracer des triangles chartistes, euh, mais bon, là on va s'abstenir de le faire parce que sinon on va mettre des lignes partout et on n'y verra plus rien. Donc parfois il est utile de tracer des triangles, mais d'ailleurs c'est ce que l'on va voir maintenant sur l'euro USD. Donc je passe à l'euro USD. Je reprends sur mon autre écran les notes que je me suis notées. Donc le SP500, d'ailleurs j'avais des questions sur le SP500 de Cédric. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en day trading en quelques jours? Je vous ai montré, hein, là c'est un petit peu compliqué quand on atteint le niveau des 50%. En day trading, je l'ai montré, je viens de vous le montrer. Et Alain nous disait qu'hier à 18h, le SP500 en journalier allait sous les 2900, refaire un deuxième chandelier pendu entre les niveaux de Fibo et de 50% et 61%. C'est exactement ce que l'on vient de voir, donc excellente remarque. Donc bon, là, je ne sais pas si c'est peut-être sur CFD, nous n'avons pas les mêmes chandeliers. Moi, je suis sur le futur. Donc là, ici, j'ai une sorte d'avalement. Voilà. Donc on a des chandeliers de retournement. Là, c'est sur le une semaine, pardon. Sur le daily, voilà. Doji, étoile du soir, chandelier de retournement, couverture en nuage noir, une série de chandeliers japonais qui nous montrent l'hésitation au niveau de ce niveau des 50%, qui n'est pas franchi encore. S'il casse, on ira très probablement chercher le niveau suivant. Si on rebondit sur ces niveaux et que là on dessine d'un seul coup un gros avalement parce que je ne sais pas quoi, Wall Street à 15h30 décide qu'il en est ainsi, à ce moment-là, on ira très probablement chercher le niveau des 62%. Mais pour le moment, c'est difficile d'établir des probabilités à fort taux de réussite. Donc l'euro USD. L'euro USD, pas grand-chose n'a changé depuis que j'en fais l'analyse presque quotidienne sur le forum. C'est difficile hein, d'entrer en position. Donc on parlait de triangle il y a quelques instants avec Samir. Donc là ici j'ai dessiné un triangle. Donc là le triangle a été cassé à la baisse et j'indiquais que si ce triangle était cassé à la baisse, la probabilité pour qu'on aille chercher tous les niveaux vers le bas devenait important. Je n'ai pas changé d'avis, mais il y a des obstacles partout. Ça va pas vite, c'est très très éprouvant pour la patience. Donc je vais vous montrer, là on est sur le daily, mais je vais basculer sur le H4 pour être plus clair. Là, ici, nous avons la grande dérive latérale avec la zone d'équilibre au milieu. Hein, bon, toujours la même chose, on n'y revient pas dans les détails. Et je trouve que le graphique H4, chez mon courtier Interactive Broker, parce que vous savez qu'avec les horaires d'ouverture différents d'un courtier à un autre, en fonction si c'est Londres, New York, nous n'avons pas les mêmes graphiques H4, on en a déjà débattu des dizaines de fois. Ici, le rectangle gris est le rectangle daily. Ici, ce rectangle bleu est un rectangle que l'on peut tracer grâce à la SSB et au twist qui est ici entre ce plus haut et ce plus bas. Et encore une fois, cette zone est aussi la zone d'équilibre de ce plus haut et de ce plus bas qui est ici. Alors, cela fait plusieurs jours que j'indique que si l'on casse le triangle à la hausse, nous irions très probablement chercher la borne haute du rectangle violet, à indice, on va dire, et ça fait plusieurs jours que j'indique que si l'on casse le triangle ici à la baisse, la probabilité pour qu'on aille, alors il n'existait pas encore ce rectangle jaune à l'époque, la probabilité pour qu'on aille chercher le bas du rectangle violet m'apparaissait comme importante. Si l'on casse le rectangle violet, on a des niveaux ici d'Ishimoku, puis ensuite le bas de ce rectangle bleu. Mais j'indiquais aussi qu'il faut toujours faire attention lorsque l'on trace des triangles avec l'Ishimoku de bien s'assurer que Shikuspan parvienne elle aussi à franchir le triangle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a indiqué sur le forum ou c'était par un mail privé, oui, mais avec cette, pour rester poli, cette sacrée Shikuspan, on ne peut jamais rentrer en position, c'est emmerdant.
Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça nous sauve la mise, parce que regardez les gens qui seraient rentrés, les purs chartistes qui seraient rentrés avec ce chandelier rouge ici qui casse le triangle, se disent bingo, je vais atteindre mon premier objectif ici, puis mon deuxième objectif ici. Sauf qu'au moment où ils sont rentrés ici, ils ont quand même dû se taper tout ce retracement, toute cette hésitation et tout ce stress. Puisque tant que la Chikouspan ne parvenait pas à casser son triangle, ce matin, elle était encore en train de rebondir, hein, de surfer ici sur le triangle. Tant que la Chikouspan ne casse pas le triangle, ça ne valide pas le signal et c'est exactement ce que l'on voit ici. Donc les gens me disent, oui, mais avec Ishimoku, on est en retard. On est en retard de rien du tout, on est en retard d'une perte. On est en retard d'une perte. Par contre, si ce rectangle jaune ici, qui coiffe les plus hauts ici, et ce plus bas, et qu'on va retrouver en H1, venait à céder, à ce moment-là, cela permettrait à la Chikouspan, elle aussi, de franchir son triangle, et nous aurions enfin notre signal beaucoup plus propre, beaucoup moins stressant, beaucoup plus sécurisant que si nous n'avions utilisé que le signal chartiste. Pour ce faire, basculons sur un graphique horaire, et sur ce graphique horaire, le petit triangle rectangle jaune. Donc là, on est typiquement dans ce que j'enseigne sur les fameuses poupées russes, hein, la boîte dans la boîte de la boîte de la boîte. Cette dérive latérale matérialisée ici par la SSB, hein, c'est toujours la même chose, nous donne le ton. Cela dit, depuis qu'on a cassé avec le signal chartiste, c'est-à-dire jeudi 16 avril à 16 h, on ne fait que se prendre la tête, hein. Ça repart en haut, au-dessus du triangle, etc., etc. D'où la nécessité d'attendre que Chikouspan sur le H4 franchisse bien le triangle, à confirmer aussi sur le daily, ça peut nous embêter aussi sur le daily, et de casser cette dérive latérale. Donc j'ai envie de dire merci Ishimoku, puisque grâce à la Chikouspan sur le H4 et à la dérive latérale matérialisée ici par la SSB, nous savons maintenant qu'il est nécessaire pour confirmer le signal qu'on attend depuis tellement de temps. Vous savez que je m'y suis repris à 2 fois, je suis sorti à 0. J'indique toujours mes prises de position sur le forum. Vous avez vu ma prise de position sur le forum Euro-USD, et j'ai indiqué aussi que j'étais sorti à 0 parce que eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc là, par contre, si les 1,08, c'est chaud entre les 1,08 20 ici, si les 1,08 20 viennent à casser à court terme, hein, sur du 15 minutes, mais attention aux mèches, c'est pas facile. Je pense que nous irons chercher les 1,08, les 1,07 90. Mais il faut attendre parce que regardez, pour le moment, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il est 10h41 et pour le moment est en train de se matérialiser un marteau sur cette borne basse de dérive latérale. Regardez ici, nous avons eu un doji. Ici, nous avons eu un marteau, ça a renvoyé vers le haut. Ici, nous avons eu un doji, nous avons eu un avalement, ça a renvoyé vers le haut. Ici, nous avons un avalement, ça renvoie vers le bas. Ici, nous avons une étoile filante, ça renvoie vers le bas. Ici, actuellement, nous avons un marteau. Donc, tant que nous avons des chandeliers de retournement sur les bornes de cette dérive latérale, on pourrait trader la dérive latérale, mais moi, je ne me sens pas de le faire en ce moment. Par contre, si ça casse, cette fois-ci, nous aurons probablement, je dis bien probablement, et ça n'engage que moi, notre signal de vente pour aller chercher en intraday 20 points à très court terme. Vous savez que les gains en Forex ou en autre chose ne se comptabilisent pas en nombre de points, mais en euros gagnés. On peut gagner beaucoup d'argent avec 20 points, comme on peut ne pas gagner grand-chose avec 300 points. C'est une question de pourcentage de capital. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant encore, si cette dérive latérale intermédiaire H4 en dessous des 1,0788, c'est-à-dire 90, en dessous du chiffre rond des 1,08 venait à casser, cela confirmerait, selon moi, le signal de vente que nous avons eu préalablement ici pour du court terme, pour lequel certains pourront rentrer, tenter de rester dedans, mais attention, ici on peut très bien rebondir comme ça a été le cas ici, pour repartir vers le haut. Mais à mon avis, ce sera pour faire un pullback sur la Kijun-sen et sur la ligne de tendance du triangle, pour ensuite redescendre, chercher notre objectif principal, allez, on va dire aux alentours des 1,07 pour être plus prudent, des 1,07. Donc je continue à surveiller toute possibilité de vente sur l'euro USD dans le cadre de cette configuration technique. Je vais passer maintenant aux paires en CAD parce que je vois que sur le forum, pas mal de personnes me parlent du CAD. Alors attention, le CAD a eu des cadres en daily. Je vais me mettre sur l'AUD-CAD en daily. Le dollar canadien est la plupart du temps corrélé au
pétrole. Alors évidemment, le dollar canadien, en plus, bon, c'est particulier parce que c'est du pétrole qui coûte cher. Euh, le Canada est un fort producteur de pétrole. Euh, si le pétrole baisse, par conséquent, le dollar canadien baisse. C'est la raison pour laquelle ici, on est sur euro CAD. Donc, vous voyez que l'euro monte. Et donc, si l'euro monte, c'est que le CAD baisse. Hein, c'est mathématique. Euh, donc, attention à trader les paires en CAD. Moi, franchement, j'éviterai. Pour les mêmes raisons que pour le pétrole. Cela étant dit, je regarde, je me suis noté, je vous prie de m'excuser. Alors, c'est l'exemple que je voulais montrer, c'était pas l'euro CAD, c'était l'AUD CAD, mais enfin, c'est pareil, hein, mais parce qu'il est un peu plus parlant. Ici, nous avons bien le constat de la baisse du pétrole, hein, avec la remontée de l'AUD face au dollar canadien. Et j'entends parler de signaux probables sur la UD-CAD, donc moi je suis sceptique. Hein. Ce que je vois surtout et avant tout, la première chose que doit regarder un trader Ishimoku, c'est le nuage. Le nuage ne nous montre aucune tendance baissière, aucune tendance haussière. Il nous montre qu'il ne bouge pas, que la SSB est parfaitement bien alignée à la Kijun-sen, ce qui nous permet de tracer. Alors c'est pas facile parce qu'avec la mèche extrême que nous avons ici, le rectangle n'est pas facile à tracer tant que nous n'avons pas deux points d'appui. Il faut se méfier. Si la dégringolade du pétrole venait à continuer, mais alors attention parce que c'est totalement suracheté. Ici, nous sommes typiquement dans une configuration Ishimoku à rester en dehors. La Tenkan-sen est extrêmement éloignée de la Kijun-sen. L'espace entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen englobe le nuage. C'est une situation de surachat extrême. D'ailleurs, les stochastiques sont en surachat extrême aussi. Donc, je ne traderai pas. Mais cela dit, j'en parle parce que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu sur le forum. Si cette ligne de tendance intermédiaire ici venait être cassée, attention, hein, nous avons des résistances ici au niveau des 0,9026. La probabilité pour qu'on retourne chercher les 0,9142 serait réel. Bon, encore une fois, il faut bien faire attention à ce que Chikuspan franchisse la borne, la ligne de tendance que l'on voit ici. Mais bon, à part vous montrer la corrélation entre le CAD et le pétrole, je ne trouve pas qu'il y ait ici matière à faire du trading de quoi que ce soit sur les paires en CAD. Si on bascule sur le H4, si on franchit la ligne de tendance que j'ai tracée sur le daily, bon, on peut très bien aller chercher ce dernier plus haut qui est ici, par exemple. Attendez, j'arrive pas à voir le prix. 0,9060. Donc en gros, si on franchit les 0,90, on peut aller chercher les 0,9060, mais enfin bon, faut attendre le throwback, etc. Ça ne me paraît pas comme étant le truc le plus sexy de la journée. Je préfère l'euro USD que je vous ai montré précédemment. Regardons vite fait l'USD CAD, puisque pas mal de personnes regardent l'USD CAD. Donc, on va commencer par un graphique hebdomadaire parce qu'il est très parlant, le graphique hebdomadaire. Hein. Il faut toujours regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Ici, j'ai cette ligne, mais là, elle doit servir à quelque chose. Mais hop là, regardez, ça, on ne peut pas ne pas le voir. Formidable résistance. Formidable résistance qui marque d'ailleurs le point haut de cette grosse, énorme dérive latérale. Bon, peu importe où est le bas, pour le moment, on est en haut. Donc, malgré la baisse du pétrole, vouloir à tout prix continuer à trader l'USD CAD à l'achat, puisqu'on s'appuie sur la Kijun-sen ici, sachant qu'on a atteint la résistance juste au-dessus, ne me paraît absolument pas pertinent. Voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'USD CAD. Ici, nous avons dans cette configuration qui a tapé la résistance. Donc attention, hein, quand on tape une résistance, on ne peut pas prétendre continuer à s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku de la tendance quand on a tapé le haut d'une boîte telle que je vous l'ai montré sur le daily. Ici, la Kijun-sen va se mettre un petit peu en zone de pivot, très probablement pour retrouver une zone de dérive latérale. Ah bah c'est en train de casser. C'est-à-dire que le pétrole doit probablement continuer à baisser. Hein. Il faudrait vérifier, mais voilà, hop. Dérive latérale. Ce matin, j'ai tracé cette dérive latérale ici, puis regardez, elle est cassée. On est en train d'accélérer. Donc, qui voudrait s'amuser à trader le pétrole peut le faire sur le CAD
mais je ne le recommande absolument pas. Et si les prix reviennent se replier ici sur la borne haute de cette dérive latérale, pourquoi pas aller chercher les 1,1450, les 1 combien? Pardon, excusez-moi, j'y reviens. Daily, les 1,4350, comme je le disais précédemment. Mais à mon avis, ça me semble extrêmement risqué de trader ce genre de paire actuellement. Mais enfin, en H1, le signal est là après throwback, en sachant qu'on prend un gros risque parce qu'on a déjà atteint les résistances. Alors, je viendrai voir si vous avez des questions après. Je vais continuer sur l'USD Yen. L'USD Yen, voir le graphique daily et développer en H4. Me suis-je écrit, voir M15. Alors, le daily, on y est. Pourquoi est-ce que je voulais voir le graphique daily? Alors là, on est coincé. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est coincé entre ce niveau de Kijun-sen, ce niveau de Tenkan-sen et ce niveau de SSB. D'ailleurs, ce niveau de SSB, je vais la matérialiser dans une phase sans tendance. On est toujours dans une dérive latérale. Alors ensuite, H4. H4, qu'est-ce qu'il y a à voir sur le H4? Si j'ai noté l'USD Yen, c'est que, alors des fois, je vois des choses et puis après, alors en H4, nous avons donc bien, ça doit être la fameuse Tenkan-sen dont je vous ai parlé, la fameuse Kijun-sen dont je vous ai parlé. On est coincé entre ces niveaux. Voilà. Et ensuite, à mon avis, il faut basculer sur le H1 pour y voir un peu plus clair. Voilà, donc toujours les niveaux que je vous ai montrés sur le daily. Les prix sont coincés entre je ne sais plus quel niveau et quel niveau que l'on a vu sur le daily. Et en H1, les choses deviennent plus claires. Nous avons une boîte dans la boîte dans la boîte. Regardez, ici, nous avons une belle boîte H1. OK. Avec cette ligne de tendance qui vient d'être cassée par les prix. Alors, quand j'ai fait mon analyse, on ne l'avait pas cassée encore ce matin. La Chikuspan qui est en train de casser la ligne de tendance. Mais nous savons, grâce au twist de l'Ishimoku, que nous ne pouvons probablement pas aller tout de suite beaucoup plus bas, puisque ce twist de l'Ishimoku et sa SSB nous indique la forte probabilité de faire une dérive entre les points hauts qui sont ici et en tout cas le point bas que je viens de matérialiser ici. C'est exactement ce qui s'est passé précédemment, regardez, avec cet avalement. Donc attention, si vous avez vendu ici en intraday, une prise de bénéfice est nécessaire. Et il n'y a que si l'on casse le niveau des 107,30, à mon avis, que l'on pourrait probablement aller chercher le niveau des 107, qui est un niveau important sur l'USD Yen, nous le savons. Pour ce faire, il faut laisser casser ici, attendre le repli sur la ligne de tendance et sur la Kijun-sen qui va venir s'entrelacer sur cette ligne de tendance, très proche de cette ligne de tendance. Et si sur ce niveau des chandeliers de retournement apparaissent, seulement à ce moment-là, entrer à très court terme pour revenir chercher le bas de cette boîte et éventuellement tenir la position pour aller chercher 107,17, ce niveau, oui, puis le niveau bas de cette boîte, c'est-à-dire les 107, on va dire. Le faire avant serait prématuré. A contrario, si des chandeliers japonais de retournement explicite se dessinent suite à un ressaut, pour le moment nous n'avons pas de ressaut, sur cette borne basse de dérive latérale H1, nous pouvons envisager à très court terme un achat ici pour revenir chercher à minima la ligne de tendance et la zone d'équilibre. Je n'irai pas jusqu'à la borne opposée. En ces temps-ci, il faut avoir des ambitions plus limitées. Donc là, ici, il y a probabilité d'opportunité de plan de trading à la fois à la vente ou à l'achat si ressaut avec chandelier japonais de retournement il y a, ce qui n'est pas le cas pour le moment, en intraday sur l'USD Yen. Alors on peut affiner en allant encore plus bas sur les unités de temps, c'est-à-dire le 15 minutes. Donc le 15 minutes, on voit bien ici, on peut tracer les fameuses poupées russes. De toute façon, c'est partout comme ça. On peut tracer des boîtes dans les boîtes des boîtes. Voilà. Là, les chandeliers japonais, on les a, mais c'est prématuré peut-être sur le 15 minutes. Moi, j'aurais plutôt tendance à attendre une cassure de cette zone, un repli, pour pouvoir aller chercher les 107. Alors c'est un peu contraire à ce que je raconte sur l'euro USD, parce qu'en général, quand l'euro USD baisse, l'USD Yen monte, mais bon, ce sera l'un ou ce sera l'autre. Et si c'est la cassure, et si on a la cassure de l'euro USD, de toute façon, on n'aura pas besoin d'aller chercher un achat sur l'USD Yen. Et je vais vous montrer aussi l'USD CHF.
Je vais vous le mettre en daily et je vais vous poser une question par rapport aux analyses que j'ai faites précédemment. À quoi est-ce que ce graphique vous fait penser? Pendant ce temps, je lis vos questions. Alors, à quoi vous fait penser ce graphique par rapport aux analyses précédentes que je viens de faire? Exactement. Bravo Ali Reza, bravo Mathieu, bravo Eri, bravo Michael, bravo Sandro. Bon, tout le monde a trouvé, vous êtes très fort, à l'euro USD à l'envers. Évidemment, l'USD CHF, c'est souvent l'euro USD à l'envers, j'aime bien, comme dit Mathieu. Comme dit Mathieu. Alors, ce qui est vrai pour l'euro USD dans un sens, l'est souvent vrai pour l'USD CHF dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on ne traite jamais ces deux paires en même temps. Si on bascule maintenant, on a exactement la même configuration. Si on bascule sur le H4, il serait ballot de trader ces deux paires en même temps. Si j'achète l'USD CHF et qu'au même moment je vends l'euro USD, si j'en perds une, a priori je perds les deux. Donc ce serait ballot. La seule différence, c'est que regardez, en H4, là, la Chicouspan, elle n'a pas encore réussi à franchir l'oblique haussière. Vous voyez, les prix tentent de la casser, l'oblique haussière. On va attendre que la Chicouspan réussisse aussi à bloquer. Puis si on a des signaux d'achat, une fois que la Chicouspan aura réussi à passer son oblique de ce triangle, à ce moment-là, on pourra aller chercher la borne haute du rectangle, plus des niveaux intermédiaires ici, plus le niveau. C'est exactement la même configuration. Regardez les tentatives ici en 15 minutes de casser l'oblique sans y parvenir. Alors si jamais nous assistons à un twist sur le 15 minutes, on pourra tracer une boîte et se dire que si la boîte casse par le haut, nous aurons probablement le signal pour aller chercher quelques points sur l'USD CHF. Alors, quelques questions qui m'ont été posées. Alors, Grégory, quelque chose de gentil, merci beaucoup. J'adore toutes ces explications, ça m'éclaire, me rassure et m'amène à être prudent. Ben, j'en suis ravi. Merci pour ta réponse très claire. Dany, bonjour. Fatih, est-ce qu'on peut utiliser les bandes de Bollinger sur les unités 5 minutes et 1 minute? Je ne sais pas, Fatih. Probablement, mais moi j'utilise Ishimoku, donc je n'utilise pas les bandes de Bollinger. Donc je ne peux pas répondre à la question. Kylian, mais probablement que oui. En réalité, je réponds oui, mais ce n'est pas les outils que j'utilise. Kylian, bonjour Patrick, je voulais savoir comment tu places tes ranges quand le nuage se croise et comment tu dis on est en autre en avance sur les autres personnes qui attendent les deux points de contact niveau de résistance, mais comment savoir comment placer le range? Alors, Kylian, je ne sais pas si tu étais là au début de ces webinaires. Ces webinaires n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, ce sujet-là a été traité des dizaines de fois sur le forum Ishimoku. Tu vas sur le forum Ishimoku, tu cherches les chapitres sur les ranges et tu auras plein d'informations gratuites. Et accessoirement, il y a aussi mes formations. Mais c'est une très bonne question. En tout cas, n'hésite pas à aller chercher les réponses sur le forum et si tu ne trouves pas, tu poses ta question sur le forum et on t'y répondra avec grand plaisir. Avec plaisir, Fatih. Alors, pour terminer la revue de marché, on m'a demandé, alors je voulais aller voir AUD USD, pas de visibilité, donc ça sert à rien que j'y aille. Pas de visibilité. Euro AUD, alors vite fait, parce qu'après j'ai le Bitcoin et l'Ethereum. Euro AUD, et je voudrais avoir du temps pour finir de préparer ma revue de marché à 11h30. Alors, qu'est-ce que je me suis marqué? Euro AUD, daily. Alors, Euro AUD, daily. Euro AUD, daily. Ah oui, je trouve que c'est très sympa parce que c'est très propre. L'euro AUD daily, donc il y a eu une forte pousse. Alors c'est intéressant parce que, souvenez-vous, nous en avions parlé. Quand l'AUD a complètement dévissé au début de la crise du Covid et que la Chine était parfaitement impactée, ben, nous avons eu une forte montée de l'euro. À partir du moment où la Chine va mieux, eh bien c'est l'AUD qui reprend du poil de la bête. C'est normal, hein, l'économie australienne est très corrélée, en tout cas le dollar australien est très corrélé à l'économie chinoise puisque principal exportateur de matières premières, exporte la majorité de ses matières premières à la Chine.
Donc ici, nous avons un twist du nuage, une zone d'équilibre, un point haut, un point bas, etc. Blablabla, blablabla. Je ne sais pas et je ne parierai pas pour le moment dans une telle amplitude sur un rebond en bas de cette borne. Par contre, regardez, comme indépendamment de l'Ishimoku, ici nous avons un plat SSB. Ici, nous devrions avoir aussi des niveaux de l'Ishimoku, mais en tout cas, nous savons que nous avons un support ici. Donc, il n'est pas très compliqué d'établir la probabilité que si le niveau des 1,7050 vient à casser, la probabilité pour qu'on aille chercher le niveau des 1,68 m'apparaît importante pour de l'intraday, encore une fois. Une fois qu'on a établi ce graphique sur le daily, on peut basculer sur le H4, ajuster les niveaux parce que les mèches et les niveaux de clôture, ajuster les niveaux. Et vous voyez comme la tendance est baissière, mais attention, elle s'arrête probablement là où commence la borne basse de la dérive latérale daily. Mais enfin, si cela n'est pas confirmé et si ça casse ici le niveau des 1,7012, on va dire les 1,70, le chiffre rond des 1,70, la probabilité pour qu'on puisse aller chercher les 1,68 m'apparaît comme étant importante. 200 points. Alors après, il y a des niveaux intermédiaires. Il y a pile poil, regardez le niveau des 1,69, c'est très propre. Il y a pile poil le niveau des 1,69 et en dessous le niveau des 1,70. Donc là, je suis sur du H4. Si je bascule sur H1 maintenant, je retrouve toujours pareil. C'est un petit peu toujours la même chose, surtout dans ces périodes-là. La dérive latérale, le nuage est à plat, il n'y a pas de tendance, etc., etc. On rebondit ici. Maintenant, si on vient à casser, je disais donc le niveau des 1,70, ça va peut-être pas se produire aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être après-demain. On ne sait pas, il faut être prêt. C'est ça, préparer un plan de trading. Mais si le niveau des 1,70 casse, je pense probable que je puisse entrer en position. Après, il faut voir avec le timing, les 1,69 puis les 1,68. Voilà pour l'euro AUD, un autre plan de trading. Donc je résume, avant d'aller voir le Bitcoin et l'Ethereum, nous avons, selon moi, et je ne vois rien d'autre, des plans de trading intraday. Regardez comme ça rebondit bien, comme je vous disais tout à l'heure, sur le niveau que j'ai indiqué, donc comme le signal chartiste reste prématuré. Nous avons des plans de trading de très court terme sur l'euro USD, de moyen terme sur l'euro USD, sur l'USD yen. On ne va pas revenir dessus, mais regardez comme ça travaille ce niveau. Si l'euro USD continue à grimper, l'USD yen risque de casser ici et nous pourrions avoir des petits signaux d'intraday de court terme pour aller chercher quelques points sur l'USD yen en s'appuyant sur les lignes de l'Ishimoku. L'euro AUD, on vient de le voir et je ne vois pas grand chose d'autre. Les indices, on vient de les voir, mais c'est pas pour moi ces jours-ci, puisque nous sommes sur cette zone incroyablement incertaine de niveau de 50% de retracement Ishimoku, Fibonacci et Ishimoku aussi d'ailleurs. Et pour terminer, le Bitcoin et l'Ethereum. Alors le Bitcoin, ça va être vite fait, puisque j'ai laissé tous les tracés de mardi dernier. Regardez, je les ai tous laissés, je ne les ai pas bougés. Et comme vous pouvez le constater, rien n'a évolué. C'est-à-dire que tous les tracés de mardi dernier sont toujours ceux qu'il convient d'observer aujourd'hui. Nous n'avons pas réussi à casser ici la Kijun-sen, qui est le support de cette dérive latérale qu'on doit retrouver sur les unités de temps supérieures. Nous n'avons pas réussi à franchir par le haut. On dérive entre ce niveau des 7400 et ce niveau des 6670, sans pour autant parvenir à atteindre la borne haute. Là, cet avalement sur le daily, de toute façon, on ne pouvait pas rentrer dedans, on avait une résistance juste au-dessus. Si ce niveau casse, on entre dans cette nouvelle boîte. Donc là, nous avons les niveaux dans cette boîte, et si ça casse, dans la boîte suivante. Et il n'y a que au-dessus des 7450 points que nous pourrons envisager d'aller chercher de nouveau les 7700, avec les 7500 comme niveau intermédiaire. Si je bascule sur du H4 pour faire du trading de beaucoup plus court terme, regardez comme c'est propre. Regardez comme les boîtes fonctionnent à la perfection. Regardez ici, marteau, étoile du matin, on part chercher le haut, sauf qu'on ne l'a jamais atteint le haut. Et là, on ne sait pas où on est au milieu de nulle part, on est sur la zone d'équilibre. Nous devrions revenir tester le niveau des 6550, mais enfin, devrions n'est pas suffisant pour entrer en position. Donc il n'y a rien à faire depuis mardi dernier sur le Bitcoin. Il n'y a que trader la boîte avec les chandeliers de retournement, pour ceux qui aiment trader le Bitcoin avec les chandeliers de retournement, parce que ça fonctionne bien. Regardez ici, Doji, étoile du soir. Ici, nous avons quoi? Doji, étoile du matin. Ici, nous avons
marteau, doji, étoile du matin. Bon, là, on n'a pas tapé le haut, donc il n'y a rien à faire. Ici, on n'est pas sur le bas, donc il n'y a rien à faire. On est à la zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. Si ça casse, nous irons chercher le milieu de la boîte précédente et ainsi de suite. Et si ça casse pour le haut, nous avons donc le niveau des 7745 avec le niveau des 7500 en intermédiaire. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler davantage puisque c'est exactement la même analyse que la semaine dernière. Et l'Ethereum, Ethereum face à l'USD, nous avons Franck qui se demande s'il n'y aurait pas de meilleures opportunités sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Et j'ai une autre personne qui m'a demandé l'Ethereum, mais j'ai pas noté ton prénom, je suis désolé. Mais par contre, je sais que tu l'as fait. Alors l'Ethereum, ça, j'ai pas regardé depuis très longtemps. Alors, daily. Il n'y a pas de tendance, hein. Il n'y a pas de tendance. Bon, là, de toute façon, tout est bloqué de partout. Donc là, nous sommes toujours dans cette boîte hein, avec le point haut. C'est en weekly, on doit retrouver point haut ici, point bas ici. Ça rebondit sur le point bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien à faire puisqu'on atteint la zone d'équilibre. Je vais aller voir sur une autre unité de temps avant d'en dire plus. Daily, hebdomadaire, on retrouve le pourquoi de ma grande boîte. Point haut, point bas, Kijun-sen. On est ici bloqué par la Kijun-sen. Il n'y a rien à faire. On pouvait acheter en bas et encore qu'on n'a pas atteint. Là, on est bloqué par la Kijun-sen. Éventuellement, si la Kijun-sen casse, la possibilité d'aller chercher la SSB. Donc du coup, on matérialise la Kijun-sen par une ligne. On matérialise la SSB par une ligne. On regarde s'il n'y a rien entre les deux. Visiblement, il n'y a rien. On rebascule sur le daily. Il est normal que la tendance s'arrête là où des lignes Shimoku importantes apparaissent. Et on retrouve nos lignes. On aligne ici cette ligne qu'on a tracée qui était je ne sais plus quoi. Donc il n'y a que et uniquement que en cassure des 190,20 que nous pourrions éventuellement aller chercher les 207 puis les 217. Alors il y a certainement des niveaux intermédiaires. Si on bascule sur du H1, on va voir que tout se tient et que, comme le Bitcoin, on a des boîtes dans la boîte de la boîte. Et que tant qu'on ne sort pas de ces boîtes, vous voyez, boîte, ça fonctionne par boîte. C'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de tendance, hein, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ici, pénétrante. Là, franchement, on peut trader dans cette boîte. Hein, on pouvait acheter la pénétrante ici, on peut vendre les doji ici. Pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire. Ça bouge pas beaucoup. C'est un petit peu mou du genou. Et tant qu'on ne casse pas ici, j'ai dit donc les 190, voire là, franchement, je ne vois rien à faire. Alors en plus court terme encore, voyons voir si je ne verrai pas quelque chose. C'est délicat, hein. Quand on commence à trader des boîtes de plus en plus petites, ça devient délicat. Ça devient délicat. Je ne vois pas grand-chose à faire sur l'Ethereum. Je ne vois pas grand-chose à faire. Je regarde si vous avez des questions et ensuite, je vous propose de terminer ici. Où puis-je trouver le lien pour la deuxième revue de marché, Grégory? Eh bien, écoute, le mieux, c'est de t'abonner à la newsletter, comme ça tu le recevras systématiquement. Et là, tu l'as trouvé sur Facebook, c'est top. Sinon, je la publie aussi sur Twitter. Mais le meilleur moyen, c'est de s'inscrire à la newsletter. Comme ça, tu la reçois à l'avance. Alors, Dany, bonjour. Après énormément d'observations, les paramètres de la MACD que tout le monde utilise n'étant pas assez réactifs, la configuration MACD 5.9 est plus pertinente. La MACD est plus réactive et très souvent en adéquation avec les chandeliers japonais et Ishimoku. Alors, les oscillateurs sont des oscillateurs. Hein, qu'on utilise le stochastique comme moi, la MACD ou le RSI, ça reste un oscillateur. Hein, et les réponses de l'oscillateur en lien avec les chandeliers japonais m'apparaissent comme étant similaires. Moi, je préfère les stochastiques, toi tu préfères la MACD, d'autres préfèrent le RSI. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que nous ne sommes pas pareils. Grégory, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette revue de marché. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Moi, j'ai passé beaucoup de plaisir à l'animer en tout cas. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute attentive et je vous souhaite une excellentissime journée. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veulent suivre la revue de marché Action
où on va aller regarder des classiques, hein, mes lignes LVMH, Danone, FDJ, je sais plus quoi. Puis je vous propose aussi de regarder deux, trois actions françaises et allemandes et un long tour d'actions liées aux énergies renouvelables. Comme par exemple Voltalia, Carbios, Albioma, Samrise, Atos, je vous dirai pourquoi Atos, etc., etc. Je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup à tous. Je vais publier ensuite ces revues de marché sur YouTube. Si vous avez la gentillesse d'y faire un tour, même si vous l'avez déjà vu, mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Excellente journée à tous. Bye bye.